Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio Godson. Vous savez, s'il y a une chose que je vais vous demander de protéger, de vraiment de protéger avec la plus grande ferveur, avec la plus totale abnégation, avec le plus grand courage, avec la plus grande force. Il y a cette chose que je vais vous demander de protéger avec amour, avec détermination. Il y a cette chose que je vais vous demander de ne jamais laisser sans protection. Et cette chose, justement, cette chose qui n'est pas protégée aujourd'hui, que vous ne protégez pas, parce que vous ne voyez pas le danger qui guette cette chose-là, parce que vous ne saviez pas qu'un danger imminent, permanent, pouvait guetter cette chose-là, eh bien, cette chose, c'est la conscience. S'il y a une chose que je vais vous demander de protéger, qui vous appartient vraiment, et je vous invite à suivre les capsules précédentes sur la conscience et la voie de la conscience. S'il y a cette chose que je vais vous demander de protéger, vraiment protéger, cette chose à laquelle vous devez être attentif, cette chose à laquelle vous devez être présent, c'est votre conscience. Vous devez être présent à votre conscience proportionnellement à la présence de la conscience en vous. Vous devez réaliser votre présence proportionnellement à la présence de la conscience en vous. Vous savez, si vous n'êtes pas présent à votre conscience, à quoi donc êtes-vous présent? Si vous n'êtes pas présent à votre conscience, par conséquent, si vous n'êtes pas conscient à votre conscience, à quoi donc êtes-vous présent et conscient? Lorsque on dit de quelqu'un qui fonctionne de façon contre nature, c'est tout simplement parce que les choses possèdent leur être-té, leur quiddité, leur principe premier, leur code premier, leur nom premier. Et que vous décidez de fonctionner à l'encontre du principe premier de la chose. Vous posez alors un acte contre nature. C'est ce que dit la Mahât, l'ordre. Première étape. Et je vais vous révéler une chose. L'humanité, à l'heure actuelle, ne connaît même pas encore ce qu'on appelle l'ordre. Et donc, ne lui parlez pas de l'équilibre, c'est encore très loin de lui. Parce que lorsque vous allez lui dire que le principe fondamental de l'équilibre, c'est que toutes les forces doivent constamment être équilibrées, il ne comprendra pas parce que pour comprendre que toutes les forces doivent être constamment équilibrées, il faut déterminer ces forces-là. Et donc, ce qui permettrait de déterminer ces forces, de les connaître, c'est justement naturellement l'ordre. Et l'ordre qui positionne les forces en présence, c'est-à-dire les principes premiers de tout ce qui existe. Et donc, aujourd'hui, lorsque vous demandez à une personne de faire attention à sa conscience, il ne vous écoute pas, il ne vous comprend pas. D'ailleurs, le débat est clair et confus à la fois entre ce qui est légal et licite ou entre ce qui est illégal et ce qui est illicite. De telle sorte que l'humain admet qu'il y a une différence entre les deux. Parce que la logique et le raisonnement aidant, eh bien, on veut toujours tricher avec la vertu. Il est donc important que vous compreniez que s'il y a une chose qui est en danger, qui est vraiment en danger,
suivez-moi bien dans la suite de ce que je vais dire. S'il y a une chose qui est vraiment en danger, c'est votre enfant. Ah oui, c'est vrai, c'est un mot que vous pourriez méconnaître dans la métaphysique. Vous savez, l'enfant symbolise l'innocence, mais également la conscience et la présence. Et donc, s'il y a une chose qui est vraiment en danger, c'est votre enfant, votre conscience. Pourquoi dit-on en métaphysique que votre conscience est votre enfant? Parce que vous la couchez à travers la prise de conscience que vous avez à travers la matière. Et donc, vous devez permettre, à travers l'expérience matérielle, d'engendrer la conscience dans sa version la plus élevée, pas dans la version scabreuse dans laquelle vous êtes en train de l'effectuer en ce moment, pas dans cette gestion-là. Là, vous végétez dans la misère dans la misère éthique et morale, et par conséquent, bon, vous ne réalisez pas que la conscience, d'abord, est votre enfant, mais parce que la conscience était votre père. En fait, c'est toujours le plus grand mystère que je n'aborderai pas ici, mais que j'illustrerai, que vous retrouverez dans les grandes légendes où la fille d'un dieu est en même temps sa femme et en même temps sa mère. Et donc, retenez ceci, vous devez absolument protéger votre enfant que vous avez, alors même que vous n'êtes pas marié, que vous n'avez même pas encore connu une femme ou un homme. La conscience. Vous devez veiller à ce que votre conscience ne rentre jamais en danger. Et donc, je vais vous utiliser les mots les plus simples. Vous devez veiller à ce que votre conscience ne soit jamais contaminée et que votre conscience ne soit pas contagieuse et que votre conscience ne soit donc pas polluée. La plus grande maladie que vous avez aujourd'hui dans le corps physique proviennent de la conscience. En fait, pas de la conscience en soi, pas de la conscience en elle-même, mais provient justement de l'utilisation que vous faites de la conscience. Parce que la conscience, elle est partout. Prenons simplement votre corps. Votre conscience, disons ça comme ça d'abord, pour ceux qui veulent en comprendre plus, suivez le code Atum, puisque c'est le cours par excellence de la conscience elle-même, dans sa profondeur, dans son fondement. Alors, vous savez, la conscience, en fait, imprègne tout votre être. Chaque cellule de votre corps est imprégnée par votre conscience. Chaque atome de votre corps est imprégné par votre conscience parce qu'en fait, la conscience transcende tout et elle n'est soumise à aucune loi. Et même si vous pensez, ne serait-ce qu'un instant, que vous avez soumis votre conscience à une loi ou à votre loi pour l'empêcher de s'exprimer, vous vous trompez parce que vous ne pouvez jamais empêcher la conscience d'exprimer son principe premier qui est la présence. Et par conséquent, la conscience est présente partout. Vous pourriez vivre l'illusion de briser la conscience ou d'arrêter la conscience de vous parler ou de ne pas écouter la conscience. C'est une illusion que vous vivez. Ça n'empêche pas la conscience, elle, transcendante, de s'imposer à vous. Oui, corrigeons le terme imposer, même si c'est exactement cela. Imposer, c'est poser une chose de l'intérieur. Et donc, la conscience se pose à vous de l'intérieur de vous et donc indépendamment de vous. Et vous ne pouvez absolument pas arrêter la conscience dans son principe premier. C'est impossible parce que vous êtes la conscience et vous ne pouvez donc pas vous arrêter. Tant que vous existez, et mieux, tant que vous êtes, eh bien, vous ne pouvez pas empêcher la conscience. C'est la seule chose que vous ne pouvez vraiment pas empêcher de s'exprimer dans son principe premier parce que c'est vous, à un état transcendant. Et donc, la conscience imprègne tout. Allons détail par détail. La conscience imprègne chaque neurone, elle imprègne chaque cellule de votre corps, elle imprègne la plante des pieds, elle imprègne vos gonades, elle imprègne votre foie,
elle imprègne les cellules intestinales, elle imprègne l'estomac, elle imprègne toutes les parties de votre corps. De façon métaphorique, prenez un chiffon, ou oui, un chiffon par exemple, et plongez le chiffon dans l'eau. Et ensuite, sortez le chiffon. Ben, vous verrez simplement que le chiffon est imbibé d'eau. Oui, c'est le terme juste. La conscience, bien sûr, imbibe complètement votre corps. Votre corps physique est imbibé de votre conscience. Est-ce que jusque-là, ça peut aller? Ça veut dire qu'en réalité, votre conscience peut agir sur votre corps physique à travers des éléments de la conscience, comme par exemple le mental ou le corps astral ou le corps énergétique, ou la conscience peut agir sur vous à travers l'esprit ou l'âme ou naturellement l'énergie qui circule en vous. Mais ce que vous devez également savoir, c'est que la conscience peut agir directement sur vous. Elle ne respecte pas les lois de notre monde de matérialisation. Elle a sa propre loi, elle a ses propres lois. Et donc, elle peut, sans passer par une quelconque densification, imprégner tout votre être et agir directement sur vous. C'est ce qui fait que la conscience, en réalité, est tout simplement le champ de non-mesurabilité. Aucune loi ne s'impose à elle. Est-ce que vous voyez? Elle est, tout simplement. Et donc, en ce moment où je suis en train de vous parler, votre conscience imprègne totalement vos cellules et ordonne vos cellules selon la nature de votre conscience. Vous savez, j'ai eu beaucoup de personnes qui, dans mon cabinet, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Je vais vous donner juste un exemple. Lorsque vous souffrez d'une maladie, par exemple, d'accord, vous avez un mal, ça peut être un mal physique ou un mal vaginal, par exemple, pour les femmes qui ont des problèmes, disons, au niveau du vagin, des problèmes vaginaux. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même une maladie du sang, par exemple. Toutes les maladies que vous avez sont créées inévitablement par la conscience. C'est la conscience qui les crée. Mais en les créant, la conscience ne les voit pas comme étant en train de vous faire du mal parce que la conscience ne souffre pas et par conséquent, elle ne peut pas vous faire souffrir de façon volontaire en disant « oui, je vais vous faire souffrir ». Étant donné que sa nature principielle est la présence, il est tout à fait normal que la conscience n'exprime que sa nature première qui pourrait s'avérer chez vous être une forme de souffrance. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous ressentez le plaisir, que vous ressentez la douleur, que vous exprimez la joie au-delà de ces deux états. Une chose est sûre, la conscience ne peut pas agir en dehors de son principe premier. Et ça, vous le savez déjà en suivant les capsules précédentes. Et donc, si votre corps génère une maladie, eh bien, cela provient de la conscience. Cela peut provenir directement de la conscience, comme cela peut provenir des ramifications des outils de la conscience, c'est-à-dire en suivant un processus, que ce soit temporel ou transgénérationnel ou générationnel, et arriver à se matérialiser progressivement dans le corps. Tout comme la conscience peut se passer du temps et naturellement imprégner une cellule d'une décision que la conscience veut justement lui implémenter. Parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, ce qui est transcendant, c'est-à-dire un temporel transcendant et immanent, peut justement utiliser les lois de la création pour s'exprimer, tout comme cela peut se passer des lois de la création pour s'exprimer. Tout dépend naturellement de l'intensité vibratoire qui intervient, c'est-à-dire de l'amplification énergétique que la conscience exécute, qui peut en un instant, de la vitesse de cette énergie-là qu'on appelle la puissance, qui peut naturellement passer outre même les lois de la densification pour agir directement sur le corps physique. Et donc, retenez ceci, toutes les maladies, tous les défauts du corps que vous avez aujourd'hui en termes de maladie, quelles qu'elles soient, proviennent justement de la conscience. Simplement parce que la conscience a une façon précise de fonctionner. Prenons un exemple, par exemple. J'ai rencontré au cours de ma carrière certaines femmes qui, dans leur désir de se venger, je n'en sais rien, ou peut-être dans leur désir
d'exprimer une certaine émotion qui résulte d'un abus particulier, certaines femmes ont changé complètement de langage et de comportement. Il y en a qui ont changé juste de langage, comme quoi, et si j'étais un homme, vous connaissez cette phrase-là, si j'étais un homme. Vous voyez, je veux aller de façon très subtile. Donc, je vais prendre des exemples très subtils. Supposons une femme qui dit, si moi j'étais un homme, ou bien une femme qui dit, je voudrais être un homme et vous verrez que je ferai mieux que les hommes. Ou je voudrais être un homme, ou si j'étais un homme, vous voyez. Ou il y en a simplement qui disent, être femme, c'est chiant. Ou je n'aimerais pas être femme. Ou peut-être il y en a qui ne se retrouvent pas dans leur féminité et qui voudraient être autre chose. Ou tout simplement, il y en a qui ont peur d'être femme. Est-ce que vous savez que, et je ne vais pas aller loin, je prends juste ces quelques exemples, est-ce que vous savez que lorsque la conscience exprime cet état de fait, à savoir c'est chiant d'être femme, ou je n'aime pas mes règles, ou je ne voudrais plus être femme, ou bien être homme est mieux, vous voyez un peu tout ce qui gravite autour. Je ne vais pas donner des exemples détaillés, d'accord? Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Rien que des pensées, tout simplement. Rien que ça. Lorsque cette pensée est entretenue, la conscience récupère cette information. Quand la conscience récupère cette information, elle évalue l'information et elle prend une décision dans l'acte de la conscience. Il y a donc au sein de la conscience 3 états. Il y a le principe du principe de la conscience, il y a donc l'acte de la conscience et il y a le fait du fait de la conscience. J'ai résumé ça pour vous. Ça veut dire qu'au sein de la conscience, il y a les 3 principes métaphysiques. Il y a le principe, la loi et le fait, au cœur même de la conscience. Parce que pour la conscience, il n'y a pas de différence entre le principe, la loi et le fait. Les 3 sont exactement la même chose. La conscience perçoit le fait comme étant, disons, un principe, ou perçoit la loi comme étant un principe ou un fait, parce que la conscience est complète en elle-même et donc elle est à la fois absolue, c'est-à-dire à la fois totalement absolument matière et totalement absolument énergie ou immatière. Ça, vous le comprendrez en étudiant dans le cours, le code atome, pour comprendre la dualité fondamentale du dynamisme de la conscience. Alors, pour revenir à ce que je disais tantôt, lorsque vous énoncez un tel choix, vous voyez, pour la conscience, cela se passe de commentaires, c'est-à-dire je n'aime pas mes règles. Bon, c'est une décision que votre conscience a prise, parce que pour vous, ce n'est qu'une façon de parler, mais vous venez tout de suite de, excusez le terme, de contaminer votre conscience. Vous venez de contaminer votre conscience juste par une petite phrase, par si je pouvais être un homme, ou bien je voudrais être un homme. Vous voyez, ou des parents qui disent on voudrait forcément avoir un homme et malheureusement c'est une femme qui arrive. Tout cet état de fait peut créer au niveau de la femme, par exemple, des kystes ou des fibromes chez la femme. Est-ce que vous voyez? C'est tellement anodin, d'accord? Mais vous devez comprendre que pour la conscience, il n'y a pas de différence entre son principe, sa loi et son fait, puisque la conscience demeure dans le champ de non-mesurabilité. Et par conséquent, lorsque une telle décision arrive au cœur de la conscience, consciemment ou inconsciemment, de toute façon, pour la conscience, il n'y a pas de inconsciemment ou consciemment, c'est la totalité de la conscience, c'est vous qui percevez ça ainsi. À partir du moment où la conscience dit, voilà ce que je veux, ça devient au cœur de la conscience un acte. Vous voyez, quand un gouvernement prend un acte ou quand vous dites je prends acte, vous voyez, au niveau de la conscience, c'est une décision. Quand la conscience prend acte de cet état de fait, eh bien, la conscience va maintenant entrer dans une autre phase. Elle va rechercher à utiliser toutes les énergies de la conscience et de l'attention, à les mobiliser dans la perspective d'aboutir à la décision matérielle de cet acte-là. Et donc, quand l'individu dit « j'aime pas les règles, c'est chiant d'être femme, les hommes déçoivent trop et puis on a des émotions, disons, d'agressivité envers les hommes », eh bien, la conscience estime que c'est une décision que vous avez prise
et que cette décision, la conscience va utiliser toutes les énergies possibles de sa nature pour faire aboutir quelque chose justement qui réponde de l'acte de la conscience en tant que fait. Donc, dans l'interprétation d'un kyste vaginal, par exemple, il en ressort simplement que l'individu ne veut pas être femme, l'individu ne veut pas être féminin, ou que l'individu accuse le masculin qui est en lui. Enfin, je parle de la femme, parce que vous devez savoir que la femme n'est pas que féminin, elle a aussi un principe masculin. Et donc, si elle accuse le principe masculin, elle accuse son principe masculin qui entre automatiquement en conflit avec son principe féminin. Et si le principe masculin veut prendre la place du principe féminin, cela peut donner lieu à des kystes et à des fibromes, tout simplement parce que l'individu refuse sa féminité. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas simplement le fait d'avoir subi des abus qui pose problème, c'est ce que les abus ont sur vous comme répercussion. Vous savez, des gens peuvent subir des abus et que cela n'ait pas de répercussion. Tout dépend de ce que votre conscience a résumé, a accepté de la situation. Mais il y a des personnes qui n'ont même pas subi des abus, qui ont vu d'autres personnes subir des abus, ces personnes ont résulté dans leur corps physique des maladies liées aux kystes et aux fibromes, tout simplement parce que, justement, vous n'avez pas compris que la conscience peut être contaminée. Une fois que votre conscience est contaminée par une information, une idée, une image, parce que la contagion de la conscience existe. C'est la plus grande de toutes les contagions. Vous voyez, lorsqu'on vous parle d'une maladie qui arrive, on crée une psychose. La psychose, c'est justement un déséquilibre que l'on introduit volontairement au cœur de la conscience pour fragiliser la conscience et induire tout simplement une contagion à grande échelle. À partir du moment où la contagion à grande échelle est mise en branle par la psychose qui est créée au cœur de la population, les gens se contaminent sans s'en rendre compte parce qu'ils se lancent des informations, ils se lancent des mots, ils se lancent des émotions, ils se lancent des énergies et des actes que eux-mêmes ils qualifient de sans effet, alors qu'au niveau de la conscience, ce ne sont pas des actes sans effet, puisque la conscience imprègne au-delà même de leur corps et la conscience va exécuter ces informations comme un acte qui doit être forcément matérialisé. Aujourd'hui, cette contagion de la conscience existe à travers l'information et la désinformation. Vous avez tout sur Internet. Vous voguez sur les océans du web, sur le 3W, vous voguez là-dessus. Vous assimilez tout, on vous dit ceci, on vous dit ça. Mais vous ne vous posez la question jamais de savoir quels sont les principes inaltérables de la conscience, c'est-à-dire l'énéade. L'énéade constitue le novenaire de la conscience, des 9 principes primordiaux de la conscience. Quels sont les principes primordiaux de la conscience que je dois maîtriser pour éviter toute contamination de ma conscience et pour éviter toute contagion de conscience et la pollution de la conscience? Vous ne le faites pas. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, même si d'une certaine manière, cela ne vous concerne pas, à un moment donné, vous le faites vous concerner. Parce que vous commencez à dire, ça, ce n'est pas logique. En tout cas, si ça me concernait, je dirais que c'est inadmissible. Oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas appris à être neutre. Vous n'avez pas appris à être impersonnel. Vous pouvez traduire les principes universels à travers votre personnel sans personnaliser le principe, c'est-à-dire sans que le principe vous affecte en fait. Je peux dire les choses telles qu'elles sont sans pour autant m'impliquer moi-même avec l'acte de la conscience, comme si en fait je rejetais la chose, je condamnais la chose ou je disais, je dénigrais la chose. Parce que certains états de conscience affectifs que nous avons, propulsent cette contamination-là. Par exemple, lorsque vous avez une amie qui a été victime d'une chose, vous dites tout de suite, en tout cas, si c'était moi, ça ne passera pas. Vous voyez, cette déclaration, par exemple, elle paraît absolument innocente. Exactement. Mais en réalité, vous venez tout simplement de contaminer votre conscience sans vous en rendre compte. Est-ce que vous voyez? Parce que vous vous êtes impliqué émotionnellement et vous avez pris plus de, excusez
plaisir ou de douleur, c'est la même chose. Vous êtes si bien impliqué que l'attachement que vous avez pour la situation n'est plus lié au principe, d'accord, que vous vouliez exprimer, mais en fait, vous l'avez tout simplement rapporté à vous. Et quand vous rapportez les choses à vous, et ça se passe également dans les conversations, hein, vous allez le remarquer, j'essaye de trouver les connexions pour que votre esprit voit ce que je suis en train de voir et que je suis en train de vous donner. Vous allez voir que dans certaines conversations, lorsque vous allez chez une amie ou un ami pour parler avec lui des problèmes que vous avez, eh bien, tout de suite, qu'est-ce que l'individu fait? Il vous écoute pendant un temps et à un moment donné, supposons hein, c'est un problème de couple que vous le posez ou avec votre petit ami ou votre petit ami garçon ou fille et vous dites, ben moi, il me laisse toujours à la maison et enfin, j'invente n'importe quoi. Et après, que vous avez parlé pendant quelque temps, lui, il prend la parole et qu'est-ce qu'il va vous dire? Ou des fois, il vous coupe même. Il vous dit, en tout cas, moi, quand je veux sortir, je sors avec ma copine et tout va bien. Moi, je ne fonctionne pas comme ça parce que de toute façon, je ne peux pas faire ça avec ma copine. Ce qu'il fait là, ben, franchement, ça ne passe pas. Vous voyez, ce sont des phrases apparemment innocentes. Je sais que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce que je dis. J'ai même beaucoup trop parlé, sinon je devrais tout simplement m'arrêter à la première partie qui dit simplement que l'individu vient vous poser un problème de couple ou un problème intime ou un problème professionnel et tout de suite, vous posez votre problème dedans en disant, en tout cas, moi, à ta place, vous voyez, si j'étais à ta place, ou bien de toute façon, moi et mon patron, on n'a pas ce type de relation parce qu'il me respecte, il a intérêt à me respecter. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez, vous créez toujours ces éléments-là dans les conversations où des fois, la personne parle et vous l'interrompez en lui disant, bon, en tout cas, c'est comme ça se passe chez toi, en tout cas, chez moi, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous voyez, vous venez tout simplement de contaminer votre conscience. Je sais, on va me dire, waouh, qu'est-ce qu'il raconte? Non, ce n'est pas ce que je raconte qui est important. J'énonce des principes. Chacun est libre de prendre ce qu'il veut. Et donc, vous venez de contaminer votre conscience sans vous en rendre compte. Vous venez tout simplement de contaminer la conscience. Et vous faites ça tout le temps. C'est pour cette raison qu'on dit que lorsque vous condamnez trop une situation, à force de condamner une chose, vous finirez par devenir ce que vous condamnez. À force disons, de chercher à combattre le mal, on finit par devenir soi-même ce que l'on combat. Parce que la conscience joue dans ce que j'appelle l'identification. Il y a plusieurs niveaux de la conscience. Hein. Le niveau, à un moment donné, avant le niveau suprême, c'est le niveau d'identification. Chaque conscience cherche, involontairement ou volontairement, à s'identifier à. C'est pour ça que vous avez des fans. Vous n'êtes pas surpris que vous avez des fans. Il y en a qui aiment tellement des artistes qu'ils sont prêts à mourir pour cet artiste-là parce qu'ils s'identifient à cet artiste. En fait, vous ne vous posez pas la question de savoir mais pourquoi on s'identifie, pourquoi on cherche à s'identifier à quelqu'un. C'est parce que le principe de la conscience à l'intérieur possède déjà cet élément de l'identification. On cherche tous à s'identifier à quelqu'un. Les enfants s'identifient à leurs parents d'une manière inconsciente. Inconsciente, c'est toujours la conscience, mais à la conscience in. Vous voyez, c'est différent. Donc, d'une manière ou d'une autre, le principe de l'identification existe. On veut s'identifier à quelqu'un, on veut s'identifier à telle personne, parce que la conscience possédant ce principe-là, dès l'instant où dans des conversations, dans des communications, vous interagissez avec la personne en disant, en tout cas, c'est toi que ça peut arriver, mais moi, non, eh bien, vous utilisez ce principe d'identification sans vous en rendre compte, même si vous l'utilisez à l'envers. Reconnaissez, hein, la loi de la magie est claire. Le contraire agit sur le contraire. Et quand vous amenez un contraire dans une discussion d'un autre contraire, c'est que vous admettez que ce contraire devienne la réaction du contraire que vous êtes en train d'exprimer ou que l'autre a exprimé. Du coup, les deux deviennent équilibrés. Et donc, l'action de l'autre devient votre réaction ou votre action, pendant que votre action est sa réaction. Et les deux s'équilibrent en même temps. Et donc, du coup, à la longue, la situation que vous réprimez, que vous ne voulez pas, que vous condamnez dans l'autre couple, eh bien, ça finira par se retrouver dans votre couple à vous.
sans que vous ne vous en rendez compte parce que vous avez pratiqué tout simplement une magie de la conscience sans le savoir. Ne me demandez pas pourquoi la conscience autorise ça. Ce serait une question très bête, même s'il n'y a pas de question bête. Simplement parce que je vous énonce une chose. Il y a le principe premier de la conscience, il y a les principes de la conscience. Si vous connaissez ces principes-là, vous retrouvez votre souveraineté de conscience. Et en ce moment, naturellement, votre conscience ne peut plus jamais être piratée, votre conscience ne peut jamais être contaminée, votre conscience ne peut jamais être polluée. Mais si vous ne maîtrisez pas ces principes-là et que dans les interactions, vous ne savez pas comment utiliser les mots, les énergies, les comportements, eh bien, d'une manière ou d'une autre, votre conscience sera contaminée. Et si votre conscience est contaminée, même souvent à votre insu, et même encore plus pendant le sommeil, et ça, vous ne le savez pas, pendant le sommeil, votre conscience peut être terriblement infectée. En ce moment, eh bien, vous passez votre vie de façon ordinaire, surtout que vous n'utilisez dans votre existence que 3 ou à 4% de votre conscience. Le reste, bon, que vous qualifiez d'inconscience, mais qui est en fait de la conscience, continue de travailler sur vous. Et un jour, quand vous vous réveillez, vous êtes surpris que telle maladie se développe. Vous êtes surpris que telle chose vous arrive. Mais vous ne comprenez pas que les choses ne peuvent pas vous arriver tant que la présence qu'est la conscience ne l'a pas autorisée, ne l'a pas intégrée, ne l'a pas proportionnellement justifiée. De telle sorte que, eh bien, cette chose-là est considérée par la conscience comme étant un acte que la conscience exécute et qui doit avoir un élément factuel. Vous voyez, les choses sont si proprement, minutieusement codifiées. C'est ce que moi j'appelle tout le temps la maths. Vous avez la conscience, et je vais corriger ça, vous êtes la conscience, vous avez la conscience, les deux, c'est pareil, vous comprendrez après, mais vous ne savez pas quelles sont les lois qui codifient la conscience, et pourtant, vous utilisez quand même la conscience, et après, vous vous plaignez que les choses vont mal. Je ne sais pas, c'est quelle façon de penser ça? Oui, mais c'est clair. C'est-à-dire que je vais acheter un appareil, et puis je ne demande pas comment l'appareil fonctionne. J'appuie sur n'importe quelle touche et puis l'appareil se grille et je me plains que l'appareil se grille. Et pourtant, il y a la notice là qui me dit voilà ce qu'il faut faire de l'appareil. Et il existe également une notice par rapport à la conscience. Mais puisque vous refusez de connaître cette notice-là et vous utilisez quand même la conscience, eh bien, vous vivez de façon aléatoire au fond même de votre conscience, puisque justement, la conscience imprègne tout votre être. Vous voyez que quand je prends ces exemples-là, vous-même, vous trouvez que c'est quand même assez bizarre. Quand on vous offre un ordinateur, vous l'utilisez en sachant comment on utilise un ordinateur. Mais si vous ne savez vraiment pas comment on utilise un ordinateur et qu'on vous donne un ordinateur et par mégarde, l'ordinateur est sali et que vous allez maintenant plonger l'ordinateur dans l'eau pour le laver comme on lave une chemise, oui, on va me dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est ce que vous faites tout le temps. Mais c'est ce que vous faites tout le temps, c'est-à-dire que vous faites n'importe quoi. Vous trouvez cet exemple-là un peu osé, n'est-ce pas? Bien sûr, et pourtant, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que vous prenez l'ordinateur et vous plongez l'ordinateur dans l'eau et vous le lavez en disant, ben, je vais te rendre propre et puis je te sèche ensuite. Ça paraît dingue, n'est-ce pas? Mais cette dinguerie-là, c'est ce que vous faites tout le temps avec la conscience. Quelles sont les lois de la conscience? Est-ce que vous les connaissez? La réponse est non. Et comment est-ce que vous ne connaissez pas les lois de la conscience et vous êtes fier d'utiliser la conscience? Et vous n'avez même pas peur d'utiliser la conscience et vous utilisez la conscience et vous êtes sûr que ce que votre conscience vous dit est la vérité, alors que vous n'en maîtrisez pas les lois fonctionnelles. Something is wrong. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'éducation, c'est justement la conscience. Il n'y a rien d'autre en dehors de la conscience qui ne tiennent dans le mot éducation. Lorsqu'on parle de l'éducation, c'est lié à un seul élément, c'est la conscience. C'est la connaissance de la conscience. Et quand on parle de la connaissance de la conscience, on parle du principe et des principes de la conscience, on parle de la loi et des lois de la conscience, on parle du fait et des faits de la conscience. Vous commencez à comprendre? Donc, votre conscience peut être polluée. Et votre conscience est souvent polluée parce que vous prenez des fois des décisions sans vous en rendre compte justement. C'est-à-dire que vous regardez un film, un simple film, et dans le film, des choses incroyables se produisent.
Et au moment où vous regardez le film, vous décidez intérieurement. Au moment où vous regardez le film, vous décidez. Là, maintenant, quand j'en parle, on se dit, oui, c'est vrai. Vous décidez que cette chose, eh bien, ne vous arrivera jamais. Et que des fois, vous dites, cette chose, elle est stupide. Ou cette femme, ça ne va pas, elle est stupide ou quoi. Elle se fait malmener comme ça, elle est stupide ou quoi. C'est-à-dire qu'il y a des décisions que vous prenez. Mais quand vous prenez ces décisions-là, quand vous déclarez cette chose, la question que je m'en vais vous poser, c'est est-ce que vous avez intégré consciemment les principes, les lois et les faits de la conscience pour que justement votre conscience soit protégée de ces genres d'allégations, de ces genres de mots, de ces genres d'utilisation de la conscience. Est-ce que votre conscience est protégée? Est-ce que vous protégez votre conscience? Avec quoi protégez-vous votre conscience? Comment vous faites? Comment est-ce que vous faites? Laissez-moi vous dire une chose. Votre conscience est capable de créer des cellules dans votre corps. Et votre conscience y arrive tout simplement en créant des cellules astrales qui créent des cellules physiques, puisque votre corps physique est à l'intérieur de votre corps astral. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Ce n'est pas votre corps astral qui est à l'intérieur de votre corps physique. Le sens de intérieur que nous utilisons est métaphysique. Ça ne veut pas dire que je prends un objet que je mets dans un carton. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Le concept de intérieur est plutôt en relation avec ce qui est subtil. Donc, je dirais de ce qui est subtil qu'il représente l'intérieur de ce qui est grossier et que ce qui est grossier représente l'extérieur de ce qui est subtil. Et donc, le fait d'être à l'intérieur ne veut pas dire qu'on met dedans, parce que vous voyez toujours les choses avec votre monde à 3 dimensions. Non. Lorsqu'on dit à l'intérieur, on veut tout simplement dire que cette chose est plus subtile que l'autre. Donc, quand je dis que le monde spirituel est à l'intérieur, eh bien, ce n'est pas à l'intérieur du corps. Ça veut dire tout simplement que le monde spirituel est plus subtil que le monde physique et que le concept de l'intérieur est en relation avec son caractère subtil, contrairement au caractère épais et lourd du corps physique. Mais ça ne veut pas dire que le monde spirituel est petit et ça va tenir dans un corps physique. Non, car ce que vous devez savoir en termes de grandeur, eh bien, le corps astral est extraordinairement plus grand que le corps physique. Et le corps mental, n'imaginez même pas, il est extraordinairement plus grand que le corps astral et que le corps physique. Donc, en réalité, c'est votre corps physique qui est à l'intérieur de votre corps astral et les deux à l'intérieur de votre corps mental. Et par conséquent, votre corps physique, non, ne les choque pas, arrête. Godson, arrête ce que tu vas dire là, ce n'est pas ça, arrête. Mais je vais le dire quand même. J'aime bien vous avoir là. Alors, je vais vous donner une image. Votre corps physique est comme une cellule à l'intérieur de votre corps astral. Je n'aurais pas dû dire ça. Oui, mais c'était pour donner une idée, c'était pour voir si vous pouvez comprendre. Parce que si je n'expliquais pas comme ça, ils ne comprendraient pas. Donc, il fallait trouver une image. Oui, je crois que ça peut le faire. Bien, Godson, ça peut le faire, non? Oui, ça peut le faire si eux-mêmes, ils ne biaisent pas le sens. Oui, d'accord, je pense qu'ils sont assez intelligents pour comprendre ce que je dis. Donc, ils ne vont pas biaiser, ils savent. Ils savent. Je leur fais confiance. Donc, je vais le répéter. Votre corps physique est comme une cellule à l'intérieur de votre corps astral. En fait, c'est pour vous faire une image de comment les choses fonctionnent. Alors, allez imaginer ce que représente votre corps physique. Arrête, ne ris pas. Ce que représente votre corps physique à l'intérieur de votre conscience. Ah, il a dit ce corps. Oui, vous savez, votre corps physique est comme à l'intérieur de votre conscience. Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point. C'est vrai que quand vous regardez cette planète Terre, vous dites « Wow, elle est vaste, elle est grande, je veux des terres, je veux des maisons, je veux ceci. » À l'échelle de l'univers, la Terre n'est qu'un grain de poussière.
Alors, n'imaginez même pas ce qu'est la conscience par rapport à votre corps physique. Vous ne voyez pas les choses vraiment. Vous voyez les choses avec votre monde à 3 dimensions. Vous n'anticipez pas en termes de perspective d'autres dimensions comment la chose pourrait être. C'est ce qu'on appelle regarder la chose à partir de l'intérieur de soi-même. Lorsqu'on vous dit regardez avec les yeux du cœur, avec l'œil intérieur, regardez une chose de l'intérieur, vous voyez, c'est fort ça. Regardez une chose de l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut regarder la chose depuis sa grandeur avant d'arriver à sa petitesse. Regardez les choses depuis la grandeur avant de percevoir la chose dans sa vraie nature. Et donc, si je veux réellement voir à quoi ressemble mon corps, je dois le regarder depuis la position de ma conscience. Oui, je vous ai dit. Oui, c'est cool ça. Donc, en réalité, parce que je suis comme ça, hein, je suis comme un enfant. Vous savez, quand j'ai mis au monde mon premier garçon, je le portais au dos moi-même. Hein. Ça paraît cool, n'est-ce pas? Je le portais au dos et je m'amusais à le porter au dos. Et je le tenais tout le temps. Le second aussi, je m'amusais à le porter au dos. J'adore ça. J'adore j'adore être un enfant. Pas que je suis un enfant. Oui, tu es un enfant. En fait, oui. Mais, bon, vous avez compris. Écoutez, ce n'est pas le sujet. On ne va pas dérailler. Donc, lorsque vous voulez utiliser des mots pour consoler votre ami, votre partenaire, ou que vous voulez intervenir dans sa vie et que vous aimeriez prendre position pour lui dire que ceci n'est pas bien ou que ceci est bien, la question est la suivante. Est-ce que vous avez porté des antiballes? Est-ce que vous vous êtes protégé? Est-ce que vous avez intégré les principes de la conscience pour qu'au moment où vous allez exprimer certaines vérités, que ce soit d'un niveau de conscience tellement élevé que justement, lorsque ce que vous avez déclaré va avoir un retour, que cela ne trouve que de la neutralité en vous. Vous savez, les maîtres ont cette capacité d'agir. C'est-à-dire que le maître, c'est celui qui s'exprime toujours à travers le personnel, mais de façon impersonnelle. C'est ce qui fait la différence. Le maître s'exprime à travers le personnel, mais de façon impersonnelle. Parce que ce qui est important pour lui, c'est le principe. Alors que beaucoup de personnes s'expriment à travers le personnel de façon personnelle. Et par conséquent, ils rentrent dans le principe de l'identification que, disons, la conscience a comme principe et les choses qu'ils rejettent chez les autres, les choses qu'ils condamnent chez les autres, finissent donc par leur arriver. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va vous aider vraiment. Vous savez que ce qui amplifie vraiment la contamination à grande échelle, c'est le manque de pardon. Les gens ne comprennent pas le secret du pardon. J'ai déjà parlé du pardon plusieurs fois. J'ai dit que le pardon est une énergie impersonnelle et qu'on peut demander pardon et qu'on peut pardonner alors même qu'aucune faute n'est commise de part et d'autre. Et donc, retenez bien, je vous vois, vous me voyez. Laissez-moi faire ce geste à votre endroit. Je vous demande pardon. Du fond de mon cœur, du fond de mon âme, de mon esprit, je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Et quand j'exprime ça, ce n'est pas forcément parce que j'aurais commis une faute envers vous. Parce qu'en réalité, le pardon est le véhicule que l'amour emprunte pour circuler dans le monde. Si vous ne maîtrisez pas l'énergie du pardon, avant même qu'une faute ne soit commise, ce n'est plus le pardon. Parce que votre conception du pardon, c'est qu'une faute doit être commise. Alors, en ce moment, le pardon n'est plus un principe universel, impersonnel. Il dépend alors d'une faute commise. Ce n'est plus le pardon. Et c'est ce que vous faites. Mais ce que vous ne savez pas, l'absence du pardon, le manque du pardon, ou lorsque vous dites «
je ne vais pas lui pardonner, eh bien, cela signifie tout simplement que vous acceptez la contamination. Et donc, toute personne qui ne pardonne pas, eh bien, accepte d'être contaminée par le fait même qu'il devient l'opposé équilibrant l'autre individu. Vous vous rappelez de ce que j'ai parlé tout à l'heure? Action-réaction. L'autre a besoin d'une réaction. L'autre exprime une action ou même peut-être une réaction. Ça dépend de la position. Et vous, vous choisissez d'occuper l'autre position et en refusant de pardonner, vous occupez exactement l'autre position. Vous venez équilibrer ce que l'individu fait. En fait, vous n'êtes plus libre en ce moment, vous devenez automatiquement esclave parce que vous vous laissez contaminer par lui en devenant son action ou sa réaction. C'est ce que les maîtres avaient compris lorsqu'ils disent pardonner. Ils ne disent pas de pardonner parce que vous faites plaisir à la personne ou que la personne trouverait que c'est trop facile. Il y a des gens qui disent ça. Quand je dis à certaines personnes, mais lâchez prise, pardonnez, ils disent, Monsieur Gotton, avec tout ce qu'il m'a fait, mais c'est trop facile. Vous voyez, ça veut dire qu'il est déjà contaminé par celui qu'il ne veut pas pardonner. Celui à qui il ne veut pas pardonner, il est contaminé par lui. En ce moment, il devient sa réaction, où l'autre est sa réaction et lui, il est l'action. Et les deux continueront d'interagir dans cette contamination, dans cette contagion, dans cette pollution. L'absence de pardon crée la pollution de la conscience. L'absence de pardon crée la contamination de la conscience. En fait, lorsqu'on vous demande de pardonner, c'est qu'on vous demande tout simplement, à travers cet effort cathartique-là, de retrouver l'intégrité de votre conscience, la dignité de votre conscience et mieux, la pureté de votre conscience. Mais vous ne le comprenez pas. Vous voulez, à travers le raisonnement et la logique, justifier que vous soyez en mesure de pardonner ou pas. C'est là que vous perdez votre innocence. Un enfant ne raisonne pas pour justifier de savoir s'il doit pardonner ou pas. Le pardon n'est pas lié à la raison ni à la logique. Sortez de cette dichotomie-là et entrez dans l'unité qui transcende la dichotomie. Sortez de l'illusion du conflit de la dichotomie intérieure. Ne cherchez pas pourquoi je dois pardonner. Non, pardonner. Simplement parce qu'en réalité, le pardon est un principe, une énergie universelle qui n'a pas besoin qu'une faute soit forcément commise. Et donc, je demande pardon à toutes les entités universelles. Je demande pardon à toutes les chaises, à tous les arbres. Je demande pardon à l'air. Je demande pardon au feu. Je demande pardon à la terre. Je demande pardon à tout ce qui existe. Et c'est en faisant cela que je récupère ce que j'appelle mon énergie de pardon et que je libère ma conscience. Vous allez voir que beaucoup de personnes vieillissent rapidement parce que ces personnes sont aigries, ces personnes sont frustrées, ces personnes ne veulent pas pardonner. Parce que lorsque vous ne pardonnez pas, vous avez décidé par un acte de la conscience que vous voulez justement empoisonner vos cellules physiques. Et quand vos cellules sont empoisonnées, vous allez mourir vite, créer des maladies et surtout vieillir parce que votre énergie marche à l'envers. Vous savez, la voie de la conscience est le véritable chemin de l'éducation universelle. À partir du moment où l'individu récupère sa conscience dans sa dignité, dans son authenticité, à travers les Necheru, c'est-à-dire les 9 principes primordiaux de la conscience que constitue l'Énéade, eh bien, l'individu retrouve la force intérieure d'agir. Et aucune contamination ne puisse jamais arriver. Et même si une contamination doit arriver, l'individu sait comment les purifier. Vous allez me demander, mais est-ce qu'on peut purifier la conscience? Parfaitement. C'est différent de la purification à l'eau avec les encens, avec les ingrédients. Ces choses ne purifient pas la conscience. Ce qui purifie la conscience, tu vas le dire? Non, je ne vais pas le dire. Non, je ne vais pas le dire. Arrête de me parler là. Ils vont dire que je suis fou là. Dans leur modèle de vie, c'est comme ça. Quand tu dis que tu entends une voix te parler, ils disent qu'il est fou. Donc, arrête de me parler. Je ne vais pas le dire. OK, voilà. Je m'en fous aussi. Hein. Tu dis ce que tu veux et puis voilà, quoi.
De toute façon, une chose est sûre, on peut purifier sa conscience. Et quand on purifie la conscience, on retourne la conscience à son innocence. Et en ce moment-là, ben justement, l'énergie que la conscience libère ne sera jamais une énergie destructrice à votre corps physique. Vous savez, la conscience ne fait pas vraiment la différence entre une énergie destructrice et une énergie constructrice. Parce que tout ce que vous faites avec la conscience l'accepte et l'exécute comme un acte que vous avez pris et que c'est ce qu'il vous convient de faire. Et à partir de ce moment, la conscience agit à travers les éléments de la conscience ou directement sur le corps, à travers l'énergie, c'est-à-dire à travers le cas, parce que le cas est aussi bien en relation avec votre âme qu'en relation avec votre esprit, qu'en relation avec la totalité de la conscience. Et donc, vous devez faire attention à ce que vous exprimez. Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas contrôler tout ce que vous dites, ce qui devrait être normalement le cas. Hein. Vous vous rappelez de cette phrase de la Bible, je ne me rappelle pas trop bien, qui dit qu'il faut tourner sa langue plusieurs fois, 7 fois, 77 fois, avant d'exprimer un mot. En fait, la langue est toujours en relation avec la conscience. C'est-à-dire qu'il faut véritablement mûrir, il faut véritablement approfondir, il faut véritablement passer au crible des principes de la conscience ce qu'on veut dire. Ça veut dire que la conscience doit être le garant de ce que vous allez dire, ressentir et penser. Parce qu'en ce moment, vous auriez maîtrisé les principes, les lois et les faits de la conscience pour que la conscience incarne son authenticité à travers ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de dire. Et là, vous exprimerez de façon personnelle une chose impersonnellement. C'est-à-dire que la chose va passer à travers vous, mais elle ne perd pas sa nature impersonnelle. Et donc, vous ne recueillez aucune contamination. C'est ce qu'on appelle le dharma dans certaines traditions. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, ayez peur de la contamination mentale, contamination de la conscience. Mentale, c'est limité d'ailleurs, la conscience. La conscience de vos enfants peut être contaminée. Et elle est souvent contaminée par les actes que les parents posent, par les actes de la famille, ou même par le sang. Parce que le sang, eh bien, fait partie de la conscience. Parce que le sang, c'est l'âme liquide. Cela fait partie de la conscience, de par son principe. Et donc, c'est à vous de décider, à partir de maintenant, si vous allez être le gardien de votre conscience ou si vous allez laisser votre conscience évoluer sans aucune connaissance. Oui, le mot connaissance a un autre sens là, vous comprenez? Est-ce que vous allez être présent à votre conscience? Vous savez, c'est très magique, hein, être présent à sa conscience, comme la conscience est présente à vous. Ça va être génial, c'est une très bonne amitié, hein, une saine amitié. Et je suis surpris quand les gens disent qu'ils se sentent seuls. Pourtant, vous ne pouvez pas être seul. C'est parce que vous avez peur d'écouter votre conscience s'exprimer que vous vous sentez seul. Sinon, un initié n'est jamais seul. Bon, ça, c'est un autre sujet que nous allons aborder. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'invite toutes les personnes. Nous organisons des cours. Vous pouvez suivre ces cours-là. J'en ai parlé de quelques-uns. Par exemple, le code Atum, c'est le cours qui exprime qui est Atum, cette divinité androgyne, et ce qu'est réellement la conscience. Vous avez également le cours sur les armures spirituelles du manager pour savoir quelle est l'entité spirituelle de l'entreprise que vous gérez, comment gérer cette entité spirituelle. Vous avez également le cours sur la santé illimitée. Oui, la santé illimitée existe. Vous allez me dire, mais Godson, tu dis n'importe quoi. Et puis, je vais vous dire ceci. Attention, votre conscience est en train d'acter quelque chose là. Vous voyez, ça revient. C'est ce qui se passe souvent. Donc, la santé illimitée existe. Donc, il y a une formation sur la santé illimitée. Vous avez également le cours sur la vérité du sang qui montre certainement les alliances, les contrats de sang que vos familles ont tissés et qui aujourd'hui constituent des blocages pour vous. Et le cours de l'affaire, c'est que nous avons en fin d'année un grand rituel que nous organisons et que nous dénommons rituel annuel du feu sacré. Si vous voulez participer à ce rituel-là, même si vous êtes
dans la diaspora. Si vous êtes éloigné, vous pouvez faire ce rituel à distance. Beaucoup sont déjà inscrits, beaucoup participent déjà à ce rituel et sont dans le groupe destiné à ce rituel. Je voudrais également rappeler à tous ceux qui sont au Togo qu'ils peuvent déjà venir chercher leur colis de Rafflesia, c'est-à-dire les statuettes pour commencer les travaux qui sont donnés dans les groupes. Les gens du Bénin auront pour eux dans la semaine. Et ceux qui sont à l'étranger, eh bien, allez dans le groupe. J'ai déjà donné comment vous allez procéder à distance et certains ont déjà commencé. Pour le moment, je vous donne un seul numéro de référence qui pourrait vous aider. De toute façon, il y a naturellement d'autres numéros qui sont en bas de cette vidéo-là, puisque le communiqué est en bas. Mais si vous ne vous retrouvez pas, eh bien, je vous donne ce numéro-là, plus 228 99 99 93 93, plus 228 99 99 93 93. Les gens me demandent, mais comment tu as eu ce numéro-là? J'ai toujours été chanceux avec le nombre 9, avec le chiffre 9, puisque je suis né le 9 octobre. Et il faut connaître ces nombres magiques. Ben, je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je vous retrouve la prochaine fois. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de lancer. Faites très attention à la psychose collective que les gens peuvent créer. Cela a un but précis, c'est d'obliger votre conscience à prendre une décision, à acter une décision et ainsi à se laisser contaminer. Et une fois que votre conscience est contaminée, eh bien, tout le désordre qui va suivre va venir. Il n'y a rien à faire. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point votre conscience est la totalité de tout ce que vous recherchez dans votre vie. Que ce soit de spirituel ou de matériel, votre conscience est la totalité de toute votre existence, de toute votre être-té. Et ça, vous devez commencer à en prendre conscience. Je vous dis à bientôt.